Le docteur a dit qu'elle était à 5 minutes de la mort. Sa peau était la couleur du marbre, son pouls un fantôme s'estompant. À l'intérieur des salles dorées du manoir Ashbourne, le champagne coulait. Les violons pleuraient et sa propre famille riait, se réchauffant par un feu rugissant, l'ayant laissé mourir dans un banc de neige 3 milles en arrière. Ils pensaient qu'elle était un bout de lâche qu'ils avaient finalement coupé. Ils pensaient que le duc était juste un riche prix à gagner. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le duc n'avait pas jeté ce bal pour trouver une femme. Il l'avait jeté pour la trouver, et il était sur le point d'apporter l'enfer à leur porte. Derbyshire, Angleterre, 18 décembre 1884. Le miroir ne mentait pas, mais Geneviève souhaitait qu'il le fasse. Elle tirait violemment sur les cordons du corset, son souffle s'accrochant dans un halètement aigu. Plus serré, stupide fille, plus serré. Geneviève hurla, son reflet se déformant de rage. Si je ne peux pas respirer, alors la taille est assez petite. Si je halète, alors le duc me remarquera. Derrière elle, les doigts tremblants et rauques du froid de la chambre de grenier non chauffée. Sa vieille enfant juste tira les lacets. Le tissu rêche mordait ses paumes, mais elle ne se plaignit pas. Les plaintes dans le ménage Sterling étaient reçues par le dos d'une brosse à cheveux ou une semaine sans souper. Sa vieille, à 19 ans, avait appris l'art de l'invisibilité. Elle était le fantôme du manoir Blackwood, la nièce orpheline, l'inconvénient, la tâche sur le dossier social parfait de Lady Beatrice Sterling. Ça suffira. Lady Beatrice entra dans la pièce. Une vision en soie émeraude qui coûtait plus que les salaires annuels de tout le personnel de l'étage inférieur. Elle regarda sa fille Geneviève et hocha la tête en signe d'approbation, ignorant complètement la fille qui tenait pratiquement Geneviève ensemble. « Vous avez l'air magnifique. Le duc d'Ashbourne ne pourra pas détourner le regard. Il a une réputation, mère, dit Geneviève, languissant. On dit que Lord Silas Hawthorne est une bête, qu'il a jeté le comte de Kent par une fenêtre pour avoir insulté son cheval. C'est un duc, Geneviève, claqua Béatrice, ajustant une épingle de diamant dans les cheveux de sa fille. Il pourrait jeter la reine par une fenêtre et être encore le célibataire le plus éligible d'Angleterre. Nous avons besoin de cette alliance. Les dettes de jeu de votre père sont substantielles. Si vous n'obtenez pas une proposition ou au moins une cour, d'ici le printemps, nous perdons le manoir. Sa vieille recula. Ses mains lui piquaient. Elle garda les yeux sur les planchers. Elle connaissait les dettes. Elle savait que la fortune que son père, Thomas Fairchild, lui avait laissée avait été gérée jusqu'à la non-existence par tante Béatrice après la mort de Thomas. Sa vieille était censée être une héritière. Au lieu de cela, elle était une couturière avec un pedigree. Et elle, Geneviève pointa un doigt manucuré sur sa vieille. Reste-t-elle dans le grenier? Je ne veux pas qu'elle rampe autour pendant que nous sommes partis. Béatrice tourna ses yeux froids et gris sur sa nièce. Isolda vient avec nous. La tête d'Isolda se releva vivement, le choc brisant son masque d'indifférence. Tante Béatrice, ne semblez pas si pleine d'espoir, enfant. Ricana Béatrice. L'invitation du duc était adressée à la famille et au ménage Sterling. C'était spécifique, particulièrement spécifique. Il demandait la présence de tous les résidents. Si nous vous laissons et qu'il demande, aussi improbable que cela soit, cela semble impropre. Nous apparaissons peu caritables. Mais je n'ai rien à porter, murmura sa vieille. Sa robe actuelle était une chose en laine grise rapiécée au coude. Vous porterez le manteau de rechange de la bonne et vous vous assiérez sur le siège d'appoint de la calèche jusqu'à notre arrivée, commanda Béatrice. Une fois que nous serons à Ashbourne Hall, vous entrerez par l'entrée des domestiques et resterez dans le vestiaire. Vous êtes là pour tenir les selles de senteur de Geneviève et réparer son ourlet si elle le déchire en dansant. Ne parlez à personne, ne regardez personne, surtout pas le duc, comprenez-vous? Oui, tante Béatrice. Le voyage commença au crépuscule. L'hiver de 1844 fut enregistré comme l'un des plus rigoureux de l'histoire de Derbyshire. L'air n'était pas juste froid, il était prédateur.
Il cherchait les failles dans les vêtements et mordait la peau comme des dents de fer. La calèche Sterling était un grand landau fermé doublé de velours et chauffé par des réchauds en cuivre sous le plancher. Béatrice, Geneviève et sa jeune sœur Rosaline, également fade, étaient assises à l'intérieur, enveloppées de fourrure, bavardant sur la nuit à venir. Sa vieille était assise dehors. Le siège d'appoint que Béatrice avait mentionné n'était pas le siège pliant intérieur. C'était le banc du groom à l'arrière, exposé aux éléments. Le cocher, un vieil homme sympathique nommé Vieil Thomas, avait essayé de protester, mais Béatrice avait menacé de le renvoyer sans référence. « Tiens, gamine », avait chuchoté Thomas, pressant une couverture de cheval dans les mains de sa vieille avant leur départ. « Garde la tête baissée. Le vent est méchant ce soir. » Alors que la calèche grondait le long de la longue route sinueuse vers le domaine d'Ashbourne, la neige commença à tomber. Elle commença par de doux flocons, pittoresques et doux. Mais en 1 heure, le vent tourna. Un blizzard, soudain et violent, rugit depuis les sommets. Isolda se blottit sous la couverture de cheval, ses dents claquant si fort que sa mâchoire faisait mal. Le vent coupa à travers la fine laine de sa robe. Ses doigts étaient déjà engourdis. Elle regarda l'éclat doré chaud des lampes de la calèche se balançant devant elle. Un rappel cruel de la chaleur à quelques mètres seulement. Chaleur qu'il lui était interdit de partager. À 3 milles d'Ashbourne Hall, le désastre frappa. La calèche frappa une plaque de glace noire cachée sous la poudre fraîche. Les roues se bloquèrent. Le véhicule dérapa violemment vers la gauche, claquant contre une borne kilométrique en pierre avec un craquement écœurant. L'essieu arrière gémit et se brisa. Isolda fut projetée du banc arrière, atterrissant durement dans un banc de neige. Le monde tourna. La douleur traversa sa cheville. Elle entendit des cris de l'intérieur de la calèche, ma robe, mes cheveux. Geneviève hurlait, sa vieille se traîna, ménageant sa jambe blessée. Vieil Thomas était déjà en train de vérifier les chevaux. « Les roues sont fichues, madame », cria-t-il par-dessus le vent hurlant. « Nous ne pouvons pas rouler dessus. » Béatrice ouvrit la porte de la calèche d'un coup de pied, son visage tordu de fureur. « Nous allons être en retard. La grande marche commence à 8 heures. Nous devons dételer les chevaux, cria Thomas. Vous pouvez les monter ou nous attendons de l'aide. Mais l'aide pourrait ne pas venir pendant des heures dans cette tempête. Monter? Rosaline cria. Dans cette robe? Nous sommes proches, calcula Béatrice, regardant les lumières lointaines d'Ashbourne Hall, scintillant à travers la tempête comme un phare. Thomas, dételle les chevaux. Geneviève, vous prenez le gris. Rosaline, le bail. Je prendrai le chef de file. Thomas, vous porterez les sacs. Et sa vieille? Demanda Thomas, désignant la fille, frissonnant violemment dans sa neige. Béatrice regarda sa vieille. Elle vit les lèvres bleues de la fille, la façon dont elle ménageait sa jambe gauche. Un cheval ne pouvait transporter qu'un seul cavalier en toute sécurité sur cette glace. Il y avait 3 chevaux, 4 femmes. Béatrice fit son choix instantanément. Ce n'était pas un choix né de la nécessité. C'était né de la malice. « Elle peut marcher », dit Béatrice, sa voix coupant à travers le vent. « Madame, c'est 3000 en montée », argua Thomas horrifié. « Sa cheville semble tourner. Elle gèlera avant d'atteindre le portail. »« Elle est jeune et robuste », mentit Béatrice, montant le cheval avec une agilité surprenante. L'exercice la réchauffera. D'ailleurs, regardez-la, elle est un désordre. Elle ne peut pas être vue arrivant avec nous. Isolda, suivez les traces. Quand vous arrivez, allez aux écuries. Tante, s'il vous plaît. Isolda haleta, le froid faisant déjà sa parole bégayée. Je ne sens plus mes pieds. Alors marchez plus vite. Geneviève rit, regardant d'en haut de sa monture. Ne soyez pas un tel fardeau, Isolda. C'est vraiment indécent. Sans un regard en arrière, les 3 femmes mirent leurs chevaux en mouvement. Vieil Thomas regarda sa vieille avec des larmes dans les yeux. « Je renverrai de l'aide, gamine.
Je le promets. Dès que je les aurai à la porte, je reviens avec une charrette. Allez, Thomas! Hurla Béatrice de l'obscurité. Il courut après elle. Isolda était seule. Le silence de la neige était assourdissant. Le froid était un poids physique pressant sur sa poitrine. Elle fit un pas et cria alors que sa cheville cédait. Elle tomba dans la poudre, le blanc l'avalant. « Je vais mourir ici, pensa-t-elle, un étrange calme l'envahissant. Je vais devenir partie de l'hiver. » Elle se força à se relever, un pas, deux. Les lumières du domaine d'Ashburn étaient si belles. Elles ressemblaient à des étoiles, mais elles étaient si loin. Ashbourne Hall, la grande salle de bal. Le duc d'Ashbourne, Lord Silas Hawthorne, détestait les fêtes. Il détestait le bruit. Il détestait être fatigué de l'élégance. Et il détestait particulièrement la façon dont les mères le regardaient, comme s'il était un morceau de bœuf de première qualité sur un étal de marché. Il se tenait sur le balcon surplombant sa propre salle de bal, un verre de whisky ambré à la main. À 32 ans, Silas était un homme gravé du granit et des ombres. Il était grand, aux larges épaules, avec des cheveux aussi noirs qu'une aile de corbeau et des yeux d'un bleu perçant étonnant. Des yeux qui ne manquaient rien. Vous avez l'air de comploter un meurtre, votre grâce. Une voix se dessina à côté de lui. Silas ne se tourna pas. Il connaissait la voix. C'était le docteur Julian Vans, son médecin personnel et seul ami. « Je le contemple », murmura Silas, sa voix un baryton grave qui vibrait dans l'air. « Qui a invité ces gens, Julian? »« Vous l'avez fait, » lui rappela Julian, sirotant sa propre boisson. « Ou plutôt, votre intendant l'a fait sous vos instructions strictes. Invitez chaque famille noble dans un rayon de 50 000. Rendez-le impératif. » Julian fit une pause, étudiant le profil du duc. « Vous cherchez quelqu'un, Silas. Vous cherchez quelqu'un depuis 6 mois, depuis que vous êtes revenu de la campagne en Crimée. » Silas saisit la balustrade. « Je ne cherche pas quelqu'un. Je cherche un fantôme. La fille des lettres. » Silas se raidit. Pendant la guerre, alors qu'il gisait dans un hôpital de campagne, délirant de fièvre, une infirmière bénévole lui avait lu. Elle avait écrit des lettres pour lui quand ses mains étaient trop bandées pour tenir une plume. Elle ne lui avait jamais dit son nom complet, seulement qu'elle venait de Derbyshire, une orpheline vivant à l'ombre d'un bois noir. Il n'avait jamais vu son visage clairement. Ses yeux avaient été bandés pendant des semaines à cause de la poussière d'éclat d'obus, mais il connaissait sa voix. Il connaissait son esprit. Elle était la seule chose qui l'avait maintenu lié à la terre quand il voulait lâcher prise. Quand il retrouva sa vue, elle était partie, renvoyée en Angleterre. « Elle est ici, » dit Silas, balayant la mer de robes colorées en dessous. « Je le sens. La famille Stirling vient d'arriver, » annonça l'intendant, s'inclinant profondément en entrant sur le balcon. Lady Beatrice Stirling et ses filles. La tête de Silas se releva vivement. Stirling, c'était le nom de la famille qui possédait le domaine bordant le Blackwood. « Amenez-les-moi », commanda Silas, immédiatement. 10 minutes plus tard, Lady Beatrice et ses filles furent introduites dans un salon privé hors de la salle de bal principale. Elles étaient rougissantes, leurs cheveux ébouriffés par le vent, mais ingénieusement arrangés pour ressembler à un choix de style. Elles semblaient triomphantes. Quand Silas entra dans la pièce, la température sembla chuter. Il ne s'inclina pas. Il ne sourit pas. Il marchait avec la grâce prédatrice d'un loup encerclant une proie piégée. « Votre grâce. » Béatrice s'inclina profondément, ses filles suivant son exemple. « Nous sommes honorés, vraiment honorés, et nos plus profondes excuses pour notre apparence. Notre calèche a subi un terrible accident dans la tempête. »« Un accident? » demanda Silas, ses yeux balayant sur elle. « 3 femmes et tout le monde est là. Oh oui, Dieu merci. » Béatrice soupira, posant une main sur sa poitrine. « Juste moi-même, Geneviève, et Rosalind, et notre chauffeur, bien sûr. » Silas fronça les sourcils. « Mon invitation était spécifique, Lady Beatrice.
Elle s'adressait à tout le ménage. Béatrice ne s'y a pas. Elle était maîtresse du mensonge social. Regrettablement, ma nièce, elle est d'une constitution délicate. Elle tomba malade assez soudainement ce matin. Une fièvre. Nous avons pensé qu'il était préférable qu'elle reste derrière pour se reposer. « Quel est son nom? » demanda Silas doucement. « Isolda? » Geneviève s'écria, s'avançant et battant des cils. « Pauvre et simple Isolda, elle n'est vraiment pas faite pour de si grands événements, votre grâce. Elle est simple d'esprit. » Silas resta immobile. Isolda. Le nom le frappa comme un coup physique. « Lisez-le-moi de nouveau. » Isolda. Il avait chuchoté dans la tente de l'hôpital. « Mon très cher frère, je suis vivant. » Elle avait lu sa voix mélodique et apaisante au milieu des cris des mourants. « Simple d'esprit, » répéta Silas, sa voix dangereusement calme. « Est-ce vrai? » Tragiquement, ajouta Béatrice. « Mais ne gâchons pas la soirée avec des discussions sur de pauvres parents. Geneviève a pratiqué le pianoforte juste pour... » La porte du salon s'ouvrit bruyamment. Ce n'était pas d'un domestique. C'était le docteur Julian Vance et il semblait pâle. « Silas !» Julian dit, ignorant les femmes. « Vous devez venir au hall d'entrée maintenant. »« Qu'y a-t-il » ?»« Le chauffeur de la calèche Sterling. » Julian dit, regardant Béatrice avec un dégoût ouvert. « Il vient de s'effondrer dans les cuisines. » Il était gelé et hystérique. Il divaguait à propos d'une fille. Le visage de Béatrice perdit ses couleurs. « Il a dit qu'il l'avait laissée, » continua Julien, sa voix montant. « Il a dit qu'ils avaient laissé une fille nommée Isolda 3 milles en arrière à la bonne kilométrique dans le blizzard. Elle a une cheville cadée. » Le silence qui suivit fut absolu. Silas tourna lentement la tête pour regarder Béatrice. Le loup ne tournait plus en rond. Le loup était sur le point de frapper. « Vous l'avez laissé » chuchota Silas. La rage rayonnante de lui était si puissante que Rosaline gémit et recula. Dans cette tempête, elle a insisté. Béatrice balbutia, son calme se brisant. Elle voulait marcher. Ce n'était que quelques milles. Il fait 20 degrés sous zéro. Silas rugit, le son résonnant sur les murs. Sortez de ma vue. Garde. 2 hommes en uniforme apparurent instantanément à la porte. Enfermez ces femmes dans cette pièce. Si elles y tentent de partir, enchaînez-les. Votre grâce! Vous ne pouvez pas! Béatrice hurla. Si elle est morte! Silas se penche après, ses yeux bleus brûlants d'un feu terrifiant. Je démonterai votre vie brique par brique. Je vous verrai démunis. Je vous verrai pourrir. Il tourna sur son talon, sa cape tourbillonnant autour de lui. « Julien, prenez le sac médical, prenez les traîneaux, prenez les chevaux. » « Silas, la tempête est un blanc dehors, » avertit Julien, courant pour suivre les longues enjambées du duc. « Vous ne pouvez pas rouler là-dedans. » Silas ne s'arrêta pas. Il ouvrit en grand les lourdes portes en chêne du manoir, faisant face aux murs de neige blanche et de vent hurlant. Il ne sentait pas le froid, il ne sentait que la terreur brûlante dans ses entrailles. « Je ne monte pas, » grogna Silas, arrachant une lanterne d'un valet de pied effrayé. « Je cours, et si la neige l'a prise, je brûlerai la neige elle-même. » Il plongea dans le noir, dans le gel mordant, criant son nom dans le vent. « Isolda !» Mais la seule réponse fut le hurlement de la tempête. La forêt noire. 21h15. Le froid n'était plus une sensation. C'était une berceuse. Sa vieille était recroquevillée dans le creux d'un chêne gelé. Son corps est moitié enfoui dans la dérive. La douleur atroce dans ses doigts et ses orteils avait disparu il y a 20 minutes, remplacée par une chaleur étrange et terrifiante. Elle se sentait comme si elle flottait dans un bain d'eau chaude, sentant la lavande et le miel. « Il est temps de dormir », chuchota une voix dans son esprit. « Fermez juste les yeux. La calèche reviendra le matin. » Elle savait, dans les recoins les plus profonds de son esprit défaillant, que c'était la fin. Le déshabillage paradoxal,
Le dernier tour que joue l'esprit avant de mourir de froid, la tenta d'arracher son mince manteau, mais ses bras étaient trop lourds pour bouger. Ses cils étaient gelés ensemble. Son souffle était un râle peu profond et irrégulier qui peinait à embuer l'air. Elle pensa à son père. Elle pensa à la lettre qu'elle avait lue au soldat aveugle dans la tente de l'hôpital. Le soldat avec la voix comme le tonnerre et le velours. « Ne lâchez pas », le soldat lui avait dit. « Alors, relisez-le. »« Je ne peux pas », chuchota-t-elle, le son perdu dans le vent hurlant. À 300 mètres, Silas Hawthorne combattait une guerre contre la nature. Il avait abandonné la lanterne. Le vent l'avait éteinte en quelques minutes. Il pistant, par instinct maintenant, et par les faibles sillons perturbés dans la neige que la tempête n'avait pas encore entièrement effacés. Il se déplaçait comme un homme possédé, son lourd manteau doublé de fourrure le pesant, mais il ne s'arrêta pas. Isolda. Sa voix était rauque. La neige l'aveugla, fouettant son visage de cristaux de glace qui coupaient comme du verre. Chaque ombre ressemblait à un corps. Chaque branche tombée ressemblait à un bras. Le docteur Benedict, qui avait suivi sur un robuste cheval de labour, cria par-dessus la tempête. « Votre grâce, les traces ont disparu. Nous devons faire demi-tour. Vous mourrez ici aussi. »« Retournez si vous le souhaitez, Benedict, » rugit Silas, se tournant pour faire face à l'obscurité. « Je ne la quitte pas. » Il avança, marchant à travers des congères jusqu'à la taille. Son cœur martelait contre ses côtes. Un rythme frénétique et terrifié. Il avait affronté le feu des canons. Il avait affronté les charges de cavalerie, mais il n'avait jamais ressenti une peur comme celle-ci. La peur d'un monde sans elle. Puis il le vit. Un éclair de couleur qui n'appartenait pas. Ce n'était pas le blanc de la neige ou le noir des arbres. C'était le gris terne et sans vie de la laine bon marché. C'était une petite butte au pied d'un chêne. C.S. s'arrêta pour un battement de cœur. Il ne pouvait pas respirer. « S'il vous plaît, mon Dieu, qu'elle dorme. » Il s'élança en avant, tombant à genoux dans la neige, creusant frénétiquement de ses mains nues. Il balaya la poudre et révéla son visage. Isolda était bleu, pas pâle, mais la couleur de porcelaine meurtrie. Ses yeux étaient fermés, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. De la glace s'était formée sur ses cils et dans le creux de sa gorge. Non, Silas étouffa, arrachant ses gants. Il pressa ses mains sur ses joues. Elles étaient aussi froides que la borne kilométrique en pierre contre laquelle elle s'était écrasée. Non, 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 Isolda, regardez-moi. Il pressa son oreille contre sa poitrine. Silence, puis un battement, faible, irrégulier, aussi doux qu'une aile de papillon contre une vitre. « Bénédicte !» Silas cria, le son s'arrachant de sa gorge avec une désespérance primale. « Elle est vivante! Apportez les couvertures maintenant! » Il n'attendit pas. Silas déchira son lourd manteau, puis son gilet, exposant la chaleur de sa propre poitrine. Il tira son corps gelé et rigide contre lui, enroulant son manteau autour d'eux, essayant de forcer sa propre force vitale en elle. Il enfouit son visage dans ses cheveux glacés et humides. « Je vous tiens, » chuchota-t-il férocement, la berçant. « Je vous tiens. Vous n'êtes pas autorisé à partir. Vous n'êtes pas autorisé à mourir sur moi. M'entendez-vous? J'ai cherché le monde pour vous. » Le docteur Benedict arriva, glissant du cheval avec un lourd sac médical. Il jeta un coup d'œil au teint de la fille et son visage se crispa. Hypothermie, stade 3. Benedict diagnostiqua sombrement, vérifiant ses pupilles. Elle est dans une boîte à glace métabolique. Silas. Si nous la réchauffons trop vite, son cœur s'arrêtera. Si nous ne la réchauffons pas assez vite, son cœur s'arrêtera. Dites-moi quoi faire, commanda Silas, soulevant Isolda dans ses bras, comme si elle ne pesait rien. Nous devons la ramener au manoir, mais pas au feu. Nous avons besoin d'eau tiède, de friction, et nous devons prier. Silas monta le cheval de labour, tenant Isolda en travers de la selle devant lui, la protégeant du vent avec son propre corps. Il la regarda, son visage immobile, la rage et l'amour se faisant la guerre dans son cœur. Il regarda en arrière vers la route,
où les Sterling s'étaient éloignés. « Tenez bon, Isolda, chuchota-t-il dans la tempête, et que Dieu ait pitié d'eux, car moi je n'en aurai pas. » Ashbourne Hall, 22 heures. Le bal battait son plein. L'orchestre jouait une valse entraînante de Strauss. Les flûtes de champagne tintaient et le rire ondulait dans l'air chaud et doré de la salle de bal. Lady Beatrice Sterling se tenait près du bol à punch, tenant la cour. Elle avait réussi à arranger ses cheveux et à pincer un peu de couleur dans ses joues. Elle racontait actuellement une version fabriquée de leur voyage à la comtesse de Harrington. « C'était terrifiant, » dit Béatrice, plaçant une main sur sa poitrine. « La calèche faillit tomber d'une falaise, mais mes filles étaient si braves. Nous avons dû monter les chevaux accrus sur le dernier mille. C'était toute une aventure. »« Et votre nièce ?» demanda la comtesse, regardant à travers sa lorgnette. Le duc semblait très détresse de son absence. Béatrice agita une main dédaigneuse. « Oh, Isolda est difficile. Elle a insisté pour rester derrière dans notre domaine. Elle déteste les foules. Une fille est très maussade. Nous faisons de notre mieux avec elle, mais vous savez comment c'est avec les pauvres parents. » Geneviève ricanait, sirotant son vin. Elle préfère la compagnie des araignées du grenier, je pense. Soudain, la musique s'arrêta. Ce n'était pas un fondu graduel. Ce fut un arrêt discordant alors que l'orchestre vit les portes principales et gela. Un silence balaya la pièce comme une vague, commençant près de l'entrée et s'écrasant à l'arrière de la salle. Les lourdes portes doubles, habituellement ouvertes par des valets de pied, s'ouvrirent à coupe de pied. Silas Hawthorne se tenait là. Il ressemblait à un démon surgissant des enfers. Il était couvert de neige, ses bottes laissant des flaques boueuses sur le sol de marbre immaculé. Ses cheveux étaient sauvages, son visage pâle de fureur, mais ce qu'il portait fit haleter la pièce. Il tenait le corps mou et trempé d'une jeune femme dans ses bras. Sa robe grise était trempée, ses cheveux pendaient en queue de rat gelé, un de ses pieds sans chaussures pendait, violet et gonflé. « Faites un chemin !» Silas hurla. Le son était si fort, si autoritaire, que la foule se sépara instantanément, créant un large couloir à travers le centre de la salle de bal. Béatrice laissa tomber son verre. Il se brisa sur le sol, le son résonnant dans le silence terrifié. Silas ne regarda pas les invités. Il marcha tout droit à travers le centre de la pièce, ses yeux fixés sur le grand escalier. Le docteur Benedict courut à ses quêtes, criant des ordres aux domestiques. « Eau chaude, beaucoup, serviettes, cognac, videz la chambre principale » cria Benedict. Alors que Silas passait devant les femmes Sterling, il s'arrêta. Il tourna lentement la tête. Les invités retinrent leur souffle. Les yeux du duc étaient terrifiants, vides d'humanité, remplis seulement d'un jugement froid et aiguisé. « Vous avez dit qu'elle était à la maison, » dit Silas. Sa voix n'était pas forte, mais elle porta à chaque coin de la pièce silencieuse. « Vous avez dit qu'elle était malade. » Béatrice trembla, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. « Votre grâce, Nous pensions qu'elle était à 3000, » continua Silas, déplaçant doucement le poids d'Isolda dans ses bras, gelé dans la glace. « Parce que vous avez pris les chevaux. » Un soupir collectif traversa l'aristocratie. Des murmures éclatèrent comme une traînée de poudre. Ils l'ont laissé dans cette tempête. C'était un malentendu, Geneviève cria, sentant la marée sociale se retourner contre eux. Elle voulait marcher. Elle est folle, je vous l'ai dit. Silas regarda Geneviève. Si elle meurt, dit-il, je vous accuserai d'homicide involontaire. Vous tous. Il se détourna et monta les escaliers, emportant son précieux fardeau loin des vautours. La chambre principale. 23h30. La pièce était étouffante de chaleur. Un feu rugissant décima le froid de la tempête. Sa vieille était allongée au centre du grand lit à baldaquin du duc, ensevelie sous des montagnes de couettes en duvet. Le docteur Benedict frottait vigoureusement ses membres avec des huiles chaudes pour stimuler la circulation. Une équipe de femmes de chambre chauffait des bouillottes.
Silas était assis sur une chaise près du chevet, toujours dans ses vêtements mouillés, tenant sa main. Il n'avait pas lâché prise pendant 1 heure. Son pouls est filandreux, murmura le docteur Benedict, écoutant sa poitrine avec un stéthoscope. Mais il est là. Les réchauds fonctionnent. Le danger maintenant est la fièvre qui suivra probablement et les engelures aux orteils. Les perdra-t-elle? Demanda Silas, sa voix se brisant. Il est trop tôt pour dire. Nous l'avons attrapé juste à temps. 10 minutes de plus, Silas, et nous serions en train d'organiser des funérailles. Silas porta la main d'Isolda à ses lèvres. Ses doigts étaient rugueux, colleux après des années de couture et de nettoyage de sol, preuve de la vie qu'elle avait été forcée de vivre. « Qui est-elle pour vous, Silas? » demanda Benedict doucement, essuyant ses mains sur une serviette. « Je ne vous ai jamais vu comme ça, pas même pendant le siège de Sébastopol. » Silas lissa une mèche de cheveux humides du front d'Isolda. « Elle est la voix dans le noir, » répondit Silas. « Quand j'étais aveugle, Benedict, elle est restée à mon chevet pendant 3 semaines. Elle me lisait de la poésie. Elle écrivait des lettres à ma mère en prétendant être moi pour qu'elle ne s'inquiète pas. Elle a sauvé ma santé mentale. Je n'ai jamais vu son visage, mais je connais cette cicatrice sur son pouce. » Il traça une fine ligne blanche sur sa main. Elle m'a dit qu'elle l'avait eue avec une aiguille à coudre quand elle avait 12 ans. L'ange de Catherine, réalisa Benedict. Vous avez parlé d'elle pendant des mois. J'ai envoyé des enquêteurs à chaque hôpital d'Angleterre, dit Silas. Je n'ai jamais pensé à regarder dans le grenier de mon propre voisin. On frappa à la porte. C'était le chef de la sécurité, Monsieur Barrow. Votre grâce, dit Barrow, ayant l'air mal à l'aise. Lady Sterling est en bas. Elle exige de partir. Elle dit que vous les retenez contre leur volonté et qu'elle contactera le magistrat. Silas se leva. La tendresse disparut de son visage, remplacée par le masque de granit du duc. « Elle veut la louer. »« La loi, » demanda Silas, marchant vers la porte. « Très bien, je lui donnerai la loi. » Il se tourna vers Benedict. « Gardez-la en vie, Benedict. Ne quittez pas cette pièce. »« Où allez-vous? »« Finir la fête. » Le salon. Minuit. Les femmes Sterling n'étaient pas en chaîne, mais elles auraient pu l'être. Elles étaient assises sur un canapé dans le salon, gardées par 2 grands valets de poêle. Le reste des invités n'était pas partis. La tempête était trop féroce pour voyager, et d'ailleurs, le drame qui se déroulait était bien plus enivrant que le vin. Toute la fête s'était déplacée dans le hall adjacent, regardant le spectacle à travers l'arcade ouverte. Béatrice faisait les 100 pas. « C'est un outrage! Je suis une puriste du royaume! Vous ne pouvez pas me garder ici! »« Asseyez-vous, Béatrice, » dit Silas, entrant dans la pièce. Il avait changé pour un costume noir frais, semblant le seigneur du manoir dans chaque détail. Silas, Béatrice essaya de le charmer, forçant un sourire. Vraiment, tout cela a été une terrible confusion. Isolda est une reine du drame. Elle s'est probablement couchée dans la neige juste pour attirer l'attention quand elle vous a vu venir. Et regardez, ça a marché. Elle a ruiné votre jolie bal. Silas marcha vers une table d'appoint et se versa un verre d'eau. « Vieil Thomas, le chauffeur, est-il un menteur? » Béatrice cligna des yeux. « Le domestique? Qui se soucie de ce qu'il dit? Il est sénile. » « Il est actuellement dans ma cuisine, pleurant dans un bol de soupe, » dit Silas calmement. « Il a dit à mon intendant que vous lui avez interdit de mettre Isolda sur un cheval. Il m'a dit que vous lui avez ordonné de la laisser derrière. » C'était une décision difficile. Béatrice claqua, son masque glissant. Nous devions nous sauver. La calèche était cassée. Il y avait 3 chevaux, Silas compta. 3 chevaux. 4 femmes, un chauffeur. Le chauffeur est resté derrière pour réparer la roue. Cela laisse 4 femmes, 3 chevaux. Mathématiques simples, Béatrice. Vous auriez pu vous doubler. Vous auriez pu marcher par corps. Au lieu de cela, vous avez choisi de laisser la seule personne que vous considériez comme jetable.
Il se tourna vers la foule de spectateurs. Il vit le comte de Kent, le magistrat local et l'évêque de Derby parmi eux. « Lord magistrat » cria Silas. Un homme corpulent s'avança nerveusement. « Oui, votre grâce. Si une personne abandonne sciemment un dépendant dans un environnement létal avec l'intention qu'il ne survive pas, quel est le terme légal pour cela? » La pièce devint d'un silence de mort. « Tentative de meurtre, votre grâce », le magistrat dit doucement, ou à tout le moins, négligence criminelle causant des lésions corporelles. Le visage de Béatrice devint blanc. « Vous ne feriez pas ça! »« J'ai déjà envoyé un cavalier à la gendarmerie, » mentit Silas en douceur. La tempête était trop mauvaise pour un cavalier, mais Béatrice ne le savait pas. « Cependant, je suis un homme raisonnable. Je ne souhaite pas pendre mes voisins. » Il s'approcha d'elle, dominant Geneviève et Rosaline recroquevillées. « Voici mon offre, » dit Silas, sa voix dure. « Vous quitterez ma maison dès que la tempête se brisera. Vous ne remettrez plus jamais les pieds sur les terres d'Ashbourne. Et vous me céderez la tutelle de Mademoiselle Isolde Fairchild avec effet immédiat. » « Tutelle » Béatrice balbutia. « Mais son fonds fiduciaire, son père a laissé un substantiel. » Elle s'arrêta, réalisant son erreur. Silas sourit d'un froid sourire de requin. « Ah, le fonds fiduciaire, l'argent que vous avez siphonné pour payer ces robes de soie, pour payer les dettes de jeu de Geneviève. Oui, je les connais aussi. » Il tira un document de sa poche de veste. C'était un morceau de papier de papeterie sur lequel il avait écrit à la hâte à l'étage. « Signez-le, » commanda Silas, le jetant sur la table basse. « Accordez-moi la tutelle légale complète d'Isolda et le contrôle des biens Fairchild. Faites-le, et je ne ferai pas arrêter le magistrat ce soir pour tentative de meurtre et détournement de fonds. » Béatrice regarda le magistrat, qui la regardait avec une désapprobation sévère. Elle regarda la foule de pères qui chuchotaient derrière leurs éventails. Sa position sociale s'effritait à chaque seconde. D'une main tremblante, elle ramassa la plume. « Vous la volez, » siffla Béatrice en signant. « Vous l'avez jetée, » répondit Silas. « Je ne fais que ramasser ce que vous avez jeté. » Il arracha le papier dès que l'encre fut humide. « Maintenant, » dit Silas pointant la porte, « sortez de ma vue. Vous resterez dans les quartiers des domestiques, dans les écuries, jusqu'à ce que les routes soient dégagées. Vous n'êtes pas bienvenus dans la maison principale. » « Les écuries ?» Geneviève hurla. « Comme des animaux? Comme la façon dont vous l'avez traité, » dit Silas. « Soyez reconnaissants que je vous donne un toit du tout. Garde, retirez-les. » Alors que les femmes Sterling étaient escortées dehors, pleurant et humiliées, la salle de bal éclata en un faible rugissement de conversation. Silas les ignora toutes, il se retourna vers les escaliers. Il avait gagné la bataille. Maintenant, il devait gagner la guerre contre la mort dans la chambre à l'étage. 24 décembre 1844, veille de Noël. La douleur était la première chose qu'Isolda ressentit. Ce n'était pas l'agonie engourdissante et silencieuse de la neige, mais la sensation de brûlure piquante du sang retournant aux nerfs endommagés. Ses pieds lui faisaient l'impression d'être piqués par mille orties. Elle gémit, bougeant légèrement. Le mouvement causa un bruissement de tissu lourd, de la soie, pas de la laine rugueuse. L'odeur de l'air était différente aussi. Elle sentait le pain, la fumée de bois et une faible trace masculine de bois de santal. Doucement, une voix grave gronda des ombres. « N'essayez pas de bouger encore. » Les yeux d'Isolda s'ouvrirent en battant. La pièce était faiblement éclairée par les braises d'un feu mourant. C'était un espace caverneux avec de hauts plafonds et des rideaux de velours tirés serrés contre la nuit d'hiver. Elle était allongée dans un lit si grand qu'elle s'y sentait perdue. Elle tourna la tête. Un homme était assis dans un fauteuil à oreilles tiré près du chevet. Il semblait épuisé. Sa cravate était défaite, ses cheveux sombres tombaient sur son front, et il y avait une ombre de barbe sur sa mâchoire. La panique la saisit. Où était tante Béatrice? Où était le grenier?
Elle avait manqué ses corvées. Elle allait être punie. « Je suis désolée, râla-t-elle, sa gorge sèche comme du parchemin. Je n'avais pas l'intention de faire la grasse matinée. Je vais chercher la pelle à charbon. » Elle essaya de s'asseoir, mais une grande main chaude pressa doucement son épaule en arrière contre les oreillers. « Vous ne ferez rien de tel. » L'homme dit fermement. « Vous n'êtes pas une servante ici, Isolda. Vous êtes une invitée et vous êtes en sécurité. » Isolda cligna des yeux, sa vision s'éclaircissant. Elle regarda l'homme. Ses yeux étaient d'un bleu étonnant et intense. Elle le reconnut des portraits du village, des chuchotements des bonnes. « Le duc !» chuchota-t-elle, la terreur montant dans sa poitrine. « Lord Hawthorne. »« Silas. » Il corrigea doucement. Il tendit la main vers un verre d'eau sur la table de chevet et le tint à ses lèvres. « Buvez lentement. » Elle but, le liquide frais apaisant sa gorge desséchée. Quand il retira le verre, elle le regarda avec de grands yeux confus. « Pourquoi suis-je ici? La dernière chose dont je me souviens... » « La neige. »« Vous avez failli mourir, » dit Silas, sa voix se resserrant. « Votre famille vous a laissé. Je vous ai amené ici. »« Ma famille? » Isolda tressaillit. « Tante Béatrice sera furieuse. Elle m'a dit de rester hors de vue. Je dois partir. Si elle découvre que je suis dans la chambre principale, elle sait, » Silas interrompit, « et elle est partie. »« Partie? » « Je les ai expulsés, » Silas dit avec une satisfaction qui frôlait la sauvagerie. « Elles ne sont plus les bienvenues sur mes terres, et vous n'êtes plus leur pupille, vous êtes la mienne. » Isolda le fixa, incapable de traiter les mots. « La vôtre, comme une prisonnière. » Céa semblait peiné. Il posa l'eau et se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. « Non, Isolda, pas une prisonnière. Ma pupille, ma responsabilité. Jusqu'à ce que vous soyez assez bien pour décider ce que vous voulez faire de votre vie, vous êtes sous ma protection. Personne ne vous fera jamais de mal à nouveau, je le jure. » Isolda étudia son visage, les lignes dures de sa mâchoire, l'intensité de son regard. Et puis il bougea, se frottant les yeux avec sa main. Ce geste, un souvenir éclata dans l'esprit d'Isolda. Un hôpital de campagne en Crimée, l'odeur d'antiseptique et de pourriture. Un homme aux yeux bandés, tendant la main dans le noir, se frottant les tempes exactement de la même manière quand la douleur de l'éclat d'obus devenait trop forte. « Relisez-le, s'il vous plaît, » le soldat aveugle demanderait. Le souffle d'Isolda s'accrocha. « Major, » chuchota-t-elle. Silas se figea. Il abaissa sa main et la regarda. « Vous saviez? » demanda-t-il doucement. « Je n'étais pas sûr, » Isolda balbutia. « Votre voix est la même, mais vous étiez un major alors, et vous ne pouviez pas me voir. »« Je vous ai vu, » Silas dit, tapant sa poitrine. « J'ai vu votre cœur, j'ai vu votre gentillesse quand tout le monde voyait un soldat mourant. » Il tendit la main et prit sa main, son pouce traçant la cicatrice sur son pouce. « Je vous ai cherché, Isolda. Pendant 6 mois, je ne connaissais pas votre nom. Je ne connaissais que cette cicatrice et le son de votre voix lisant Keats. » Des larmes montèrent aux yeux d'Isolda. Elle avait pensé que ses semaines à l'hôpital étaient un rêve, une brève fenêtre où elle était utile, où elle était écoutée avant d'être ramenée à la corvée du manoir Blackwood. « Je ne pensais pas que vous vous souviendriez de moi, » dit-elle. « Je suis juste personne. »« Vous êtes la femme qui m'a sauvé la vie, » Silas dit férocement. « Et maintenant je vais sauver la vôtre. » Il se leva, dominant le lit, mais sa présence était protectrice, non menaçante. « Reposez-vous maintenant. Demain, c'est Noël. Le docteur Benedict dit que si votre fièvre reste basse, vous pouvez vous asseoir près de la fenêtre. »« Silas, » cria-t-elle alors qu'il se tournait pour partir. Il s'arrêta. « Oui, merci. » Il la regarda et pour la première fois un vrai doux sourire perça son masque stoïque. « Dormez bien, Isolda. » 10 janvier 1885. La guérison était une bête lente et étrange. Physiquement, Isolda guérissait. Sa cheville était toujours bandée,
et elle marchait avec une canne en ébène poli que Silas avait commandée pour elle, mais les engelures n'avaient pas emporté ses orteils. Le docteur Benedict appela cela un miracle. Émotionnellement, cependant, elle gelait encore. Elle avait passé 19 ans à se faire petite. Elle avait appris à marcher sans faire craquer les planchers, à manger sans faire teinter les couverts, à exister sans prendre de place. Maintenant, elle était le centre d'un ménage ducal animé, et cela la terrifiait. Les femmes de chambre lui préparaient des bains aux huiles parfumées. Le cuisinier envoyait des plateaux de pâtisserie qu'Isolda ne faisait que rêver de sentir. La couturière arriva pour lui prendre les mesures pour une garde-robe de robes d'hiver en velours et soie. Isolda se sentait comme une fraude. Elle se sentait comme une imposture dans une pièce de théâtre, attendant que le rideau tombe et que le public la eût hors de scène. Un matin, Silas la trouva dans la bibliothèque. La bibliothèque d'Ashbourne Hall était une cathédrale de livres, 2 étages de haut, avec des escaliers en fer en spirale et des étagères qui atteignaient le plafond peint. Un feu rugissait dans la cheminée massive. Isolda ne lisait pas. Elle se tenait près de la fenêtre, un plumeau à la main, nettoyant frénétiquement une tache sur la vitre. « Que faites-vous » Isolda sauta, manquant de laisser tomber le plumeau. Silas se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtu d'un équipement d'équitation, l'air imposant et confus. Il y avait une tache, Isolda balbutia, cachant le plumeau derrière son dos. La bonne l'avait manqué. Je ne voulais pas que vous le voyiez. Silas marcha vers elle. Il lui prit le plumeau de la main et le posa sur une table. Isolda, dit-il patiemment, nous avons 40 membres du personnel. Ce n'est pas votre travail de nettoyer les fenêtres. Votre travail est de regarder par elles. « Je ne sais pas comment être oisive !» cria-t-elle, sa frustration débordant. « Je me sens inutile. Je mange votre nourriture. Je porte vos vêtements. Que puis-je donner en retour? Je suis juste un fardeau. » Un fardeau. Silas rit, un son sec et incrédule. « Isolda, venez ici. » Il la conduisit à un grand fauteuil en cuir près du feu. « Asseyez-vous. » Elle s'assit, se sentant petite dans le fauteuil massif. « Voyez-vous cette pile de correspondance sur mon bureau? » Silas désigna une pile de lettres instables. « C'est le fléau de mon existence. Locataire, investissement, enquête parlementaire. Mon secrétaire est incompétent et mon écriture est atroce. » C'était vrai. La blessure par éclat d'obus avait laissé un léger tremblement dans sa main droite. « J'ai besoin d'aide, » Silas dit, mentant effrontément. Il n'avait pas besoin d'aide. Il pouvait embaucher une 12aine de secrétaires. Il avait besoin qu'elle se sente nécessaire. « Vous m'avez lu à l'hôpital, vous avez écrit pour moi. Seriez-vous disposé à m'aider avec ma correspondance et en tant que secrétaire personnel en quelque sorte? » Les yeux d'Isolda s'illuminèrent. « Travail? Vrai travail? Travail vital? » Silas acquiesça solennellement. « Je ne peux faire confiance à personne d'autre pour ces affaires. J'ai une excellente écriture, dit-elle, redressant sa colonne vertébrale. Et je sais comment équilibrer un grand livre. Père m'a appris avant de mourir. Parfait, Silas dit. Alors c'est réglé. Vous commencez aujourd'hui. Et ainsi la cour commença. Ce n'était pas une cour de fleurs et de sonnets, mais d'encre et de silence partagé. Chaque matin, Isolda boitait dans la bibliothèque et il travaillait. Elle organisait ses affaires chaotiques avec une efficacité impitoyable qui l'amusait. Elle le réprimandait quand il ignorait les plaintes des locataires. Elle lui lisait les journaux pendant qu'il faisait les 100 pas dans la pièce. Lentement, la glace autour de son cœur commença à se fissurer. Elle apprit que Silas n'était pas la bête que les rumeurs du village peignaient. Il était sérieux, oui, et il méditait souvent, mais il se souciait profondément de son peuple. Il avait construit une école pour les enfants des mineurs. Il avait mis à la retraite les vieux soldats de son régiment de sa propre poche et elle apprit qu'il écoutait. Un après-midi, en organisant une étagère, elle mentionna qu'elle aimait l'odeur des lises de maison. Le lendemain matin, la bibliothèque était remplie de vases de lys blancs,
importés à grands frais de Londres. Ils aident à la qualité de l'air. Celis avait marmonné quand elle demanda, ses oreilles devenant roses, mais l'ombre des Sterling persistait encore. Fin janvier, une lettre arriva. Isolda triait le courrier quand elle vit l'écriture. Écriture angulaire nette, Lady Beatrice Sterling. Ses mains commencèrent à trembler. La pièce semblait pencher. Isolda? Salos leva les yeux de son bureau. Il vit son visage pâle et fut à ses côtés en 2 pas. Qu'y a-t-il? Elle a écrit. Isolda chuchota, tendant la lettre comme si c'était un serpent venimeux. Silas la prit. Son visage se durcit. Il ne l'ouvrit pas. Il marcha vers la cheminée et la jeta dans les flammes. Silas! Isolda haleta. Vous ne l'avez pas lu. Et si c'était important? Rien de ce qu'elle a à dire n'est important. Silas dit, regardant le papier se recroqueviller et noircir. Elle est le passé, Isolda. Elle n'a aucun pouvoir ici. C'est ma tante, Isolda dit, sa voix tremblant. Elle a des relations. Elle a toujours dit que j'étais inaimable, que personne ne voudrait jamais d'une orpheline sans le sou à la langue acérée. Silas se tourna vers elle. La lumière du feu dansait dans ses yeux bleus, les faisant brûler d'intensité. « Est-ce ce que vous pensez? » demanda-t-il s'approchant. « Que vous êtes inaimable? Regardez-moi. » Isolda se fit un geste. « Je suis simple, je suis abîmé, je n'ai rien à offrir à un duc. »« Vous êtes aveugle. » Silas grogna doucement. Il réduisit la distance entre eux. Il tendit la main, hésitant un instant avant de prendre son visage dans ses mains. Ses paumes étaient rugueuses, chaudes et électrisantes. « Vous êtes la femme la plus formidable que j'ai jamais rencontrée, » dit-il, sa voix tombant à un chuchotement rauque. « Vous avez survécu à un blizzard. Vous avez survécu à cette famille. Vous avez ramené un homme du bord de la folie dans une tente d'hôpital. Pensez-vous que je me soucie des dos? Pensez-vous que je me soucie des titres? » Il se pencha, son front reposant contre le sien. Isolda arrêta de respirer. « Je ne veux pas une duchesse, Isolda, » chuchota-t-il. « Je vous veux. Je vous ai voulu depuis le moment où vous m'avez lu O'Day à un rossignol pendant que les canons tiraient. » Le cœur d'Isolda martelait contre ses côtes. Elle leva les yeux vers les siens et y vit la vérité. Ce n'était pas de la pitié. C'était la faim. C'était la dévotion. Silas, elle respira. Il se retira légèrement, cherchant dans ses yeux la permission. « Puis-je? » Elle acquiesça d'1 millimètre. Il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser hésitant et poli. C'était une revendication. C'était la tempête et le feu tout à la fois. Ses bras s'enroulèrent autour de sa taille, la tirant à fleur contre lui. La canne cliquetant sur le sol, oubliée. Isolda s'accrocha à ses revers, fondant en lui, le dernier frisson de l'hiver étant finalement chassé de ses os. Pour la première fois de sa vie, elle n'était pas invisible. Elle était la seule chose au monde qui comptait. Mais alors qu'ils se séparèrent, essoufflés et rouges, les lourdes portes en chêne de la bibliothèque s'ouvrirent en grand. Monsieur Barrow, le chef de la sécurité, se tenait là, l'air sombre. « Votre grâce, » dit Barrow urgemment, « je m'excuse de l'intrusion, mais nous avons un problème. » Silas ne lâcha pas Isolda. Il garda un bras fermement autour de sa taille, la protégeant. « Qu'y a-t-il, Barrow? »« C'est la presse, monsieur, et un avocat de Londres. » Barrow grimaça. « Lady Sterling est allée aux journaux. Elle affirme que vous avez kidnappé Mademoiselle Fairchild. Elle affirme que vous la retenez en otage et que vous profitez d'elle. Elle a exigé une audience publique pour rendre Isolda à sa famille aimante et légitime. » Isolda haleta, enfouissant son visage dans la poitrine de Silas. « Elle ne me laissera pas partir. Elle ne me laisse jamais partir. » L'expression de Silas devint de glace. La tendresse du baiser s'évapora, remplacée par la cruauté du soldat. « Elle veut une audience publique, » Silas dit, sa voix mortellement calme. « Elle veut traîner cela à la lumière. » Il regarda Isolda. « Me faites-vous confiance?
Isolda leva les yeux. Elle revit le loup. Mais cette fois, le loup était de son côté. Oui, dit-elle. Bien. Silas regarda Barrow. Qu'ils aient leur audience. Appelez la calèche. Nous allons à Londres. Londres, la haute cour. La salle d'audience était bondée jusqu'au plafond. Lady Béatrice s'était assurée que la presse était présente, se peignant comme la figure de mère en deuil, luttant contre un aristocrate tyrannique. Elle se tenait devant le magistrat, vêtue de noir de deuil, tamponnant des yeux secs avec un mouchoir en dentelle. Il l'a ensorcelée. Béatrice se lamenta, pointant un doigt tremblant vers le banc de la défense vide. Il l'a traînée de la neige, confuse et vulnérable, et l'a retournée contre sa propre chair et son propre sang. « Je veux seulement ma nièce chérie à la maison. Votre nièce chérie est juste ici. » Une voix forte retentit. Les portes s'ouvrirent un temps grand. Silas entra, semblant le duc dans chaque détail, mais tous les yeux étaient sur la femme à côté de lui. Isolda n'était plus la souris grise du grenier, vêtue de velours bleu nuit, marchant avec une canne, mais la tête haute, elle semblait royale. Elle passa devant sa tante sans un regard et monta à la barre. « Mademoiselle Fairchild ?» le magistrat demanda. « Requérez-vous une protection du duc? » « La seule personne dont je requiers la protection, » Isolda dit, sa voix claire et inébranlable, « est la femme debout là. » Béatrice haleta. « Isolda, comment pouvez-vous? » « Silence, » le magistrat ordonna. Silas s'avança, posant un lourd grand livre relié en cuir sur le banc. « Votre honneur, pendant que Lady Stirling a été occupée à donner des interviews, mes avocats ont été occupés à auditer le domaine Fairchild. C'est le grand livre original de la fiducie de Thomas Fairchild. » Il ouvrit le livre. Détournement de fonds systématique pendant 10 ans, falsification de signatures, et le plus accablant de tous, une lettre de la banque datée de 3 jours avant le bal menaçant de saisie sur le manoir Stirling, à moins qu'une somme substantielle ne soit déposée. Une somme qui correspond au solde exact restant de la fiducie d'Isolda. La salle d'audience éclata. Béatrice se figea, son visage perdant toutes ses couleurs. Elle ne m'a pas laissé dans la neige par accident. Isolda dit, ses yeux se fixant sur ceux de sa tante. Elle m'a laissé là parce que si je gelais, le fonds fiduciaire lui reviendrait par défaut. Elle ne voulait pas un mariage pour Geneviève. Elle voulait des funérailles pour moi. Le magistrat regarda la preuve, puis Béatrice. Le marteau tomba comme un coup de tonnerre. Lady Stirling, vous êtes placée en détention préventive en attendant une enquête criminelle complète pour fraude et tentative d'homicide involontaire. Alors que les gardes intervinrent et que Béatrice commença à crier, Silas offrit son bras à Isolda. Elle le prit, appuyant son poids contre lui, non par faiblesse, mais par partenariat. « Rentrons à la maison, Isolda, » chuchota-t-il. « Oui. » Elle sourit, laissant l'hiver de sa vie derrière elle pour toujours. « Rentrons à la maison. » Et c'est l'histoire de comment une cruelle trahison mena à un amour qui fit fondre l'hiver le plus froid. La famille Stirling perdit tout. Leur réputation, leur manière et leur fierté. Tandis qu'Isolda, la fille qu'ils ont essayé d'effacer, devint la duchesse d'Ashbourne, aimée férocement par l'homme qui la vit quand elle était invisible. C'est un puissant rappel que parfois l'acte même destiné à nous détruire est celui qui nous met sur le chemin de notre destin. Isolda trouva sa voix dans le silence de la neige, et Silas retrouva sa vue dans l'obscurité de la guerre. Si vous avez apprécié ce conte de justice, de romance et de vengeance, veuillez donner un pouce levé à cette vidéo. Cela aide vraiment la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une histoire. Partagez ceci avec un ami qui a besoin d'un petit rappel que le karma revient toujours. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans le